Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité et merci à tous d'être venus pour ce marathon des conférences. Donc oui, maintenant nous allons passer à l'étude de la planète Mars de nos jours. Alors moi je viens de terminer un doctorat sur l'étude de Mars aujourd'hui et plus particulièrement sur l'étude des activités saisonnières martiennes. Et du coup c'est sur ça que je vais me centrer à la fin de la présentation, donc la partie que je connais le mieux. Alors Mars a une particularité, c'est qu'en fait on peut voir à sa surface aussi bien des traces d'événements très anciens que des traces d'événements beaucoup plus récents, voire actuels. Et ça va être quelque chose de vraiment très intéressant parce que ça va nous permettre de retracer les événements qui se sont passés depuis le début, depuis la naissance de la planète, jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons voir que ça va nous donner beaucoup d'informations pour mieux comprendre ce qu'est Mars aujourd'hui. Alors commençons tout de suite par la formation de la planète. Alors Mars s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années suite à l'accrétion d'un nuage de gaz et de poussière. Alors ce nuage n'a pas créé seulement Mars, mais bien tout notre système solaire, avec bien sûr en son centre le Soleil et également avec nous la Terre. Alors Mars, quatrième planète du système solaire en partant du Soleil, elle se trouve juste après la Terre et elle fait partie du groupe des planètes internes ou planètes dites telluriques ou encore planètes rocheuses. On trouve également dans ce groupe Mercure, Vénus et nous la Terre. Alors commençons par une première partie qui a pour titre Mars, cette planète qui intrigue. Nous allons voir ici les toutes premières observations et aussi le début de l'exploration spatiale. Alors Mars a été observé pour la première fois par Galilée à la lunette astronomique en 1610. On voit ensuite sur la gauche les premiers dessins de la planète qui ont été faits par exemple au XVIIe siècle avec celui de Huygens en 1659 ou encore de Cassini en 1666. Ce qu'on peut remarquer sur le dessin de Cassini, c'est qu'il a déjà observé qu'il y avait une calotte polaire sur la planète. Ils ont aussi calculé quel était le temps de révolution de la planète, c'est-à-dire en combien de temps la planète tourne sur elle-même. Et ils ont estimé une valeur d'environ 23 heures et 40 minutes. Et nous verrons dans la suite de cette présentation comme quoi cette estimation était très bonne, surtout pour l'époque. Alors, les observations ont continué. Il y a pu avoir par exemple Herschel au XVIIIe siècle qui a pu observer des différences de taille au niveau des calottes polaires de Mars. Il a pensé qu'il y avait peut-être des saisons. Il a aussi pu observer qu'il y avait une atmosphère sur cette planète et qu'elle devait être très petite. Nous verrons aussi par la suite qu'il avait très bien observé cette atmosphère. Alors un peu plus tard, on va observer des zones plus sombres et des zones plus claires. On va penser qu'il y a des océans et des continents. Un petit peu plus tard, les océans sont abandonnés. On se dit que ce serait plutôt de la végétation. On tâtonne un petit peu en fait. Et on a ici, je vous montre une carte en bas de Giovanni Schiaparelli qui, en 1888, va faire un dessin assez poussé de la planète. On peut voir qu'il y a plusieurs noms d'inscrits. À noter que ces noms, certains sont encore utilisés de nos jours. Et ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est plus bas, on a l'impression qu'il a dessiné certaines formes géométriques. En tout cas, on a l'impression de voir des traits. Et en fait, ces traits, il les a appelés des canali. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que ces canali, cette étude de Giovanni Schiaparelli, elle a été reprise par Percival Lowell en 1895. Et lui, il a un petit peu mal interprété, on va dire, ces canali. Pour lui, c'était des canaux. Et ces canaux, pour lui, ont été créés par une intelligence, exactement par des Martiens. Et ces canaux, pour lui, servaient aux Martiens à transporter l'eau des endroits les plus humides de la planète vers les endroits les plus secs. Et en fait, c'est ce qu'il a représenté ici sur cette carte en haut à gauche et un petit peu plus en détail sur la grande carte en bas. Et tout ça, il a pu l'expliquer dans un de ses livres où je vous montre ici la première page où il y a comme titre « Mars, ses canaux et ses conditions de vie ». En fait, à partir de ce moment, il va y avoir un petit peu deux groupes dans les scientifiques. Quelques-uns vont soutenir Percival Lowell et d'autres vont dire « Ah non, 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 il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de canaux, tout ça ».
Et en fait, il y a même certains écrits encore dans les années 1960 qui parlent de ces canaux. Et il a fallu attendre 1965 avec l'arrivée de la sonde Mariner 4 pour enfin avoir les premières images de la planète. Alors cette sonde est seulement passée près de Mars et elle a pris une vingtaine de clichés. Et là, on voit enfin à quoi ressemble Mars. Et là, c'est un petit peu la déception, en fait. Il n'y a pas de martiens, il n'y a pas de canaux, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de végétation. On a un petit peu l'impression que la planète est désertique. Certains disent qu'elle ressemble un peu à la Lune. Donc on voit principalement des cratères. Alors, on va un petit peu laisser cette exploration spatiale. On la reprendra un tout petit peu plus tard. On va maintenant passer à une seconde partie, un petit peu des généralités sur Mars pour un petit peu mieux comprendre la planète. Par exemple, on va voir quelle est sa taille, sa distance au Soleil ou encore sa température de surface. Alors Mars se trouve à environ 227 millions de kilomètres du Soleil. En comparaison, la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. La Terre tourne sur elle-même en 23h56 et Mars en 24h37. Si vous vous rappelez, Cassini au XVIIe siècle avait estimé cette révolution à 24h40, donc vraiment il ne s'était pas beaucoup trompé. Alors une année terrestre, c'est 365 jours environ, et une année martienne, c'est 687 jours. À noter qu'environ une année martienne équivaut à 2 années terrestres. Alors, la taille de Mars, c'est environ une demi-terre. On a environ presque 13 000 km de diamètre pour la Terre et presque 7 000 km de diamètre pour Mars. Et en fait, si on assèche tous les océans de la Terre et qu'on recolle tous les continents, ça fait à peu près la taille de Mars. Alors, quelle est l'obliquité de la planète? L'obliquité, en fait, c'est l'angle selon lequel la planète tourne. En fait, les planètes, elles ne tournent pas comme réellement une toupie, en fait, c'est-à-dire perpendiculairement à l'horizon. Elles peuvent avoir certaines fois un angle qu'on appelle cette obliquité. Alors, la Terre tourne avec un angle d'environ 23,93 degrés. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Mars va avoir une obliquité un petit peu semblable, qui est de 25,19 degrés. Et nous verrons dans la suite de cette présentation comme quoi ça va nous intéresser pour parler des saisons martiennes. Alors la gravité sur Mars, elle équivaut à environ un tiers de celle qu'on a sur Terre. Pour vous donner un exemple concret, une personne qui pèse sur Terre environ 80 kg n'en fait plus que 30 sur Mars. Il y a d'ailleurs un conférencier qui, lorsqu'il parlait de Mars, en fait, il disait souvent « Oui, alors ma femme, elle me dit je suis un petit peu trop gros, il faudrait que je fasse un régime. » Et lui, il répondait toujours « Non, mais je suis juste né sur la mauvaise planète, en fait. » Alors, la masse de la planète, Mars, c'est environ 1/10 de la Terre. Passons maintenant à la pression atmosphérique. Sur Terre, on a une pression moyenne d'environ 1 bar. Et sur Mars, en fait, la pression est beaucoup plus faible que celle qu'on a sur Terre. On a seulement 0,007 bar. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, je vous avais dit Herschel, au XVIIIe siècle, avait observé qu'il y avait une toute petite atmosphère sur Mars et il avait très bien vu. Et je vous ai mis cette fois-ci Vénus en plus pour comparer, car Vénus, elle a une très grosse atmosphère où il y a une pression de presque 90 bars. Donc, comparé à Mars, quand même, ça fait une sacrée différence. Alors, quelle est la composition de l'atmosphère de Mars? Alors, je vous montre encore une fois pour comparer la Terre. Sur Terre, elle est principalement composée d'azote et d'oxygène. Et l'oxygène, ça, c'est bien pour nous. Et sur Mars, on a une composition à presque 95% de CO2. Le CO2, vous savez, c'est ce gaz qu'on rejette lorsqu'on respire. Du coup, pour nous, l'atmosphère de Mars, elle est un petit peu irrespirable et surtout, ce qu'on peut voir ici dans les constituants mineurs, c'est qu'on a de l'eau, on a de l'oxygène, mais qu'à 0,5%. Donc voilà, un petit résumé vraiment à retenir, c'est que nous, si nous allions sur Mars comme ça, on n'arriverait pas à respirer et c'est aussi très sec. Quelle est la température à la surface de Mars?
Alors on compare encore une fois avec la Terre, on a ici un petit thermomètre, et en fait sur Terre on a une moyenne de 14 degrés, ce qui est, on va dire, assez chaud. Et sur Mars, on a une moyenne d'environ moins 63 degrés. Si on regarde, on a deux extrêmes, on peut aller jusqu'à moins 140 degrés et jusqu'à 30 degrés. Alors 30 degrés même, c'est assez exceptionnel, hein. On va plutôt jusqu'à 0 degré, 30 c'est vraiment dans des cas particuliers. Donc voilà, ce qu'on remarque, c'est que sur Terre, les températures sont plus clémentes que sur Mars, où c'est beaucoup plus froid. En plus de ça, on peut avoir des contrastes thermiques entre le jour et la nuit. Et certaines fois, ces contrastes peuvent aller jusqu'à 60 degrés. Imaginez, on se trouve à un endroit sur Mars. La journée, on peut avoir 15 degrés, donc c'est sympathique. Et la nuit, on peut descendre jusqu'à moins 45 degrés. Ah, c'est un peu plus frisqué, hein. Alors, pourquoi ces différences? Eh bien, je vous montre ici deux images de la surface de Mars. On n'a par exemple pas d'océan. La surface de Mars, c'est un sol granuleux qui ne retient pas du tout la chaleur. Imaginez, nous sur Terre, nos océans, ils nous aident par exemple, ils emmagasinent en fait durant la journée la chaleur et ensuite ils peuvent la redonner, la retransmettre la nuit. C'est ce qui fait qu'on va avoir pas tant de différence de température entre le jour et la nuit. Bien sûr, Mars, on n'a pas ça. En plus, on a une atmosphère mince, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a peu d'effet de serre. Et finalement, on peut dire que sur Mars, on a plutôt un climat hypercontinental. Alors, je vous montre maintenant une carte de Mars où on va voir un petit peu les altitudes à la surface. En fait, toutes les couleurs plus bleutées, on va être plus bas, et toutes les couleurs plus orange et rouge, ça va être un petit peu plus haut. Et ce qu'on remarque ici, c'est que sur Mars, on va avoir une différence d'altitude de presque 5 km entre la partie nord et la partie sud. Mars a deux satellites. On a Phobos qui fait environ 20 km et Deimos de 12 km. Ce qu'on peut remarquer à la différence de la Lune, qui est déjà beaucoup plus grosse et beaucoup plus circulaire, c'est que ces deux satellites, ils sont pas tout à fait lisses et pas complètement circulaires. Alors sur Terre, la surface est constamment renouvelée. En fait, on va voir la tectonique des plaques, où on a donc les plaques qui bougent, avec certaines qui vont plonger sous d'autres. On va avoir un renouvellement, suite à d'autres endroits, les plaques s'écartent et de nouvelles croûtes se forment. On a aussi sur Terre de l'érosion. On a le vent, on a l'eau, la pluie, les rivières qui s'écoulent. Et tout ça, en fait, ça va provoquer un effacement des archives de la planète. En fait, si la surface de la planète avait pu enregistrer des événements, mais en fait, ils sont régulièrement effacés. Et c'est ce que j'ai pu vous dire au tout début de cette présentation. Sur Mars, en fait, la surface est non renouvelée. Déjà, on n'a pas de tectonique des plaques et en plus, on a très peu d'érosion. Il y a des vents, mais ils sont beaucoup moins efficaces que ceux qu'on a sur Terre et il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas de cycle d'eau, de pluie par exemple. Du coup, les archives donc, de la planète sont conservées. On peut dire qu'en fait, sur Terre, on a 99% de la surface qui est âgée de moins de 2 milliards d'années. Et sur Mars, on a 50% de la surface qui est âgée de plus de 3,8 milliards d'années. Donc nous allons voir, ça va nous intéresser pour comprendre l'évolution de la planète. Alors passons maintenant à une troisième partie où nous allons parler un petit peu de la jeunesse de Mars. Nous allons voir que dans sa jeunesse, il y avait plutôt un climat chaud et humide et qu'il devait y avoir de l'eau liquide en quantité avec des rivières, des lacs et peut-être même un océan. Alors reprenons un tout petit peu l'exploration spatiale. Nous étions restés sur l'arrivée de la sonde Mariner 4 en 1965 qui nous avait donné les premières images de la surface. Et puis je vous avais dit, on avait été un petit peu déçus à se dire ah bah il n'y a pas grand-chose à la surface de Mars. 1972, Mariner 9 avec l'arrivée de la première sonde qui va réellement se satelliser autour de Mars et qui va prendre une multitude d'images de la surface. Et là, encore une fois, surprise, eh bien en fait, Mars n'est pas si désertique que ce qu'on pensait. En fait, on voit des choses à la surface et on se dit que géologiquement, la planète, elle a été très active. En tout cas, il s'est passé plein de choses. Je vous montre cette image en exemple.
on a pu voir donc qu'il y avait à la surface de Mars des chenaux qui étaient visibles. Alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre. Mais qu'est-ce qui a réellement créé ces chenaux? Alors, les chenaux sur des corps, des planètes ou encore des satellites peuvent être dus à différents fluides. On a ici une image de Titan, du satellite de Saturne, où il y a aussi des chenaux et ils sont créés par du méthane liquide. On peut aussi trouver des chenaux sur la Lune, c'est l'image juste en dessous. Et en fait, ce chenal a été créé par un tunnel de lave, et là on voit en fait ce tunnel de lave mis à jour. Mais du coup, sur Mars, qu'est-ce qui a pu créer ces chenaux-là? En fait, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup lorsqu'on étudie une planète, c'est de la comparaison planétaire. En fait, on va comparer deux surfaces planétaires pour essayer de mieux les comprendre. Et souvent, on fait la comparaison, bien sûr, avec la Terre, vu qu'on connaît bien ce qui se passe à la surface. Alors, les chenaux sur Mars, ils ont une organisation particulière, en fait. Ils sont ramifiés. On parle de vallées ramifiées. En fait, on va avoir deux chenaux qui vont se rassembler, ensuite un suivant qui va se rassembler petit à petit jusqu'à se rassembler un petit peu en bas ici en un seul et même chenal. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que ça ressemblait beaucoup à d'anciens lits de rivières asséchées sur Terre. C'est l'image qu'il y a à gauche. On sait que ces vallées, elles se trouvent sur des terrains très anciens qui datent d'environ 4 milliards d'années. Et ce qui nous a paru le plus probable, c'était que c'est de l'eau liquide qui a dû créer ces vallées ramifiées. On sait aussi qu'on peut voir une forte ramification, du coup, ça a dû être des épisodes d'écoulement qui ont été relativement longs. Donc sans doute, il y a environ 4 milliards d'années, on devait avoir de l'eau liquide stable à la surface de Mars et également une atmosphère beaucoup plus dense que celle qu'on a aujourd'hui. Alors, y avait-il des lacs à cette époque à la surface de Mars? Par exemple, des lacs au niveau de cratères. Alors là, c'est une vue d'artiste. Alors, je vous montre ici un cratère, un ancien cratère martien, où on a même un petit peu du mal à voir exactement les limites de ce cratère. Et en fait, si on regarde, si on zoome sur la partie en haut à gauche, on voit quelque chose qui pourrait ressembler à un delta. Alors un delta, on a en comparaison une image sur Terre où c'est le delta ici du Mississippi qui se jette dans le golfe du Mexique et on a des formations particulières. On a du sédiment, du sable, des argiles qui sont transportés par les rivières et qui vont faire des dépôts bien particuliers. Et c'est ce qu'on a l'impression ici un petit peu de voir sur Mars. De plus, si on zoome sur la partie encadrée en noir ici, il semblerait qu'on voit une ancienne rivière. Je vous montre encore en comparaison une image terrestre ici à droite. En fait, les rivières, certaines fois, elles vont former des sinuosités, même des méandres. En fait, plus elles s'écoulent, plus on va avoir les sinuosités qui se prononcent. Et certaines fois, on va avoir des bras de rivières qui sont abandonnés. C'est ce qu'on peut voir sur l'image terrestre ici. En fait, plus la rivière coulait, plus la sinuosité a été prononcée, jusqu'à ce qu'à un moment, la rivière utilise le chemin le plus court pour continuer son écoulement et qu'elle coupe ce bras. Et en fait, c'est ce qu'on a l'impression de voir ici sur Mars. On a l'impression de voir que petit à petit, la sinuosité s'est accentuée jusqu'à ce que la rivière coupe ce bras. Donc peut-être qu'il y avait des rivières sur Mars à cette époque. Peut-être même qu'il y avait un océan. Alors là, il y a eu plusieurs théories, certains scientifiques disent oui, d'autres non. Et les dernières études amènent plutôt à dire qu'il y avait sans doute un océan à sa surface, mais il va falloir un petit peu encore continuer les études pour en être sûr. Alors, à la surface de Mars, on a pu aussi déterminer quelle était la composition de sa surface. Et ça nous a un petit peu aidé pour conforter nos hypothèses avec cette eau liquide. On a par exemple certaines sondes, comme la sonde Mars Express, avec un instrument qui s'appelle l'instrument Omega au début des années 2000, qui a pu nous donner une composition comme quoi il y avait des argiles à la surface de Mars ou encore des sulfates. Ça aussi, il y a les rovers, comme le rover Curiosity qui a pu nous dire ça. Alors ok, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les argiles se forment en général en présence d'une eau liquide pérenne. C'est par exemple des roches volcaniques qui vont tremper dans l'eau très longtemps. Et on s'est rendu compte que ces argiles, elles dataient à peu près de la même époque que les vallées fluviatiles. Du coup, ça a été un petit indice en plus qui nous a dit qu'il y a environ, sans doute, 4 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars.
Les sulfates qui ont été observés, eux, par contre, ils se déposent sur Terre dans des endroits, par exemple comme des lacs très salés ou des lagunes en bord de mer. Et en fait, ils se forment plutôt avec l'évaporation de l'eau. On s'est rendu compte que ces sulfates, ils étaient plus jeunes que les argiles. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, en fait, on s'est dit qu'il y a très longtemps, 4 milliards d'années sans doute, il devait y avoir de l'eau liquide en quantité sur Mars qui a permis de créer ces argiles et ces vallées ramifiées. Et un petit peu plus tard, on a eu un environnement qui est devenu plus sec, plus acide, où il y avait sans doute moins d'eau qui ont permis ce dépôt de sulfate. Donc finalement quoi? Est-ce que l'eau aurait progressivement disparu à la surface de Mars? Alors certaines planètes, elles ont ce qu'on appelle des champs magnétiques. Nous sur Terre, c'est ce qu'on a. On a en fait un champ magnétique qui va un petit peu nous protéger, par exemple nous protéger du vent solaire. Sur ce dessin, on voit le vent solaire qui a l'air d'arriver près de la planète, et en fait il ne va pas impacter la surface de la Terre, mais il va être complètement dévié, et ça c'est plutôt bien pour nous. Sur Mars, aujourd'hui il n'y a pas de champ magnétique, mais par contre on a pu observer qu'il y en avait un avant. En fait, lorsqu'on étudie les roches de la surface, elles présentent une aimantation qui nous prouve qu'il y avait un champ magnétique dans le passé. Alors, sans doute, la planète, il y a peut-être 4 milliards d'années, a perdu ce champ magnétique et elle a donc perdu sa protection, elle a perdu son bouclier. Comme on peut voir ici, le vent solaire qui vient impacter la surface de Mars. Et peut-être que cette perte de champ magnétique a provoqué une perte de l'atmosphère martienne et peut-être même une perte de son eau à la surface. Alors, passons maintenant à une quatrième partie, la lente métamorphose de la planète, où nous allons voir la lave, la glace, mais aussi encore un petit peu l'eau liquide qui ont façonné la planète pour lui donner le visage qu'elle a aujourd'hui. Alors je vous disais, Mars, perte de son champ magnétique, sans doute perte de son atmosphère et peut-être même de l'eau à sa surface. Mais Mars a-t-elle perdu toute son eau à sa surface? Eh bien non, il en reste tout de même. Alors cette eau, on va la voir sous forme de glace, comme ici sur ces images au niveau des calottes polaires de la planète. On va aussi en trouver sous sa surface. En fait, ça c'est une carte qui nous a été donnée par la sonde Mars Odyssey au début des années 2000. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on peut voir que sous la surface de Mars, et même un petit peu partout, beaucoup plus au pôle qu'à l'équateur, on a de la glace sous la surface. On voit ici, plus les couleurs sont violet, bleu foncé, plus il y a de glace, et plus on va sur les bleus clairs vert, moins il y en a. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qui va être très intéressant. L'eau, c'est peut-être caché sous la surface de la planète. On a d'autres preuves que cette eau est sous la surface. Ici, je vous montre un cratère d'impact qui a un éjecta, une nappe d'éjecta particulière. On appelle les cratères à éjecta lobés. Regardez cette image en haut à gauche ici. On a l'impression qu'en fait, un météore est venu impacter la surface, une surface riche en eau. Et on a même des petites rivières qui se sont sans doute mis à couler à la suite de cet impact. Regardez ce qui a pu se provoquer ici. Le météore vient impacter la surface, c'est très chaud et ça va nous fondre la glace d'eau qui va ensuite se redéposer en formant cette nappe très particulière. On peut aussi beaucoup observer sur Mars de polygones de contraction thermique. En fait, c'est une surface gelée avec les cycles gel-dégel. On va avoir ces formes, ces polygones très caractéristiques qui vont se former. On a aussi un atterrisseur en 2008, Phoenix, qui est allé dans l'hémisphère nord de la planète et qui a un petit peu creusé, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, sous quelques centimètres en fait, de poussière de Mars, et il a pu trouver de la glace d'eau très pure. Alors sur Mars, on peut voir aussi ce genre d'écoulement, ce genre de traces d'écoulement. Alors on parle ici de vallées de débâcle. Ce sont en fait de grandes vallées qui ont été façonnées par des inondations brutales et ponctuelles. En fait, on peut voir la violence vraiment du phénomène, surtout sur l'image en haut à gauche, où on a des traces de cratères et où on voit que l'écoulement a contourné ces cratères et a vraiment comme raclé en fait la surface des deux côtés. Alors,
Ces écoulements, attention, il ne faut pas les confondre avec les vallées fluviatiles qu'on a vues précédemment. Les vallées fluviatiles, il faut beaucoup de temps pour que ça se mette en place. Il faut de l'eau pérenne, alors que ces écoulements qu'on a vus là, en fait, ils sont vraiment sans doute ponctuels et brutaux. On a pu faire un calcul comme quoi le déversement d'eau a été d'environ 100 000 mètres par seconde, soit environ 2000 fois le débit du Mississippi. Alors tout ça, ça s'est produit quand il n'y avait plus d'eau liquide pérenne à la surface. Vous allez me dire, mais alors comment c'est possible, comment on a pu former ces traces? Eh bien en fait, il y a des hypothèses, comme par exemple ça a pu être la vidange brutale d'une nappe phréatique, ou encore une fonte du sol gelé en permanence par exemple une remontée de lave. Il y avait un volcan peut-être pas loin et en fait, lorsque la lave est remontée, ça a chauffé très rapidement toute la glace d'eau et en fait, on a eu cette eau qui s'est déversée très rapidement. Peut-être même qu'elle s'évaporait au même moment qu'elle coulait, mais voilà, ça a été ponctuel et c'est arrivé bien après ces vallées ramifiées. Alors sur Mars, donc, je vous disais, il y a eu du volcanisme. Et ce volcanisme a été non négligeable. Je vous montre ici une image de l'Olympus Mons, qui est le plus grand volcan de Mars, mais aussi le plus grand volcan du système solaire. Regardez, là, je l'ai représenté au niveau de la Terre. Il fait presque la large de la Terre, pardon, de la France. Il fait presque la largeur de notre pays, presque 600 km de large pour 22,5 km de haut. Donc, c'est vraiment pas rien. Et il se trouve au niveau du dôme de Tharsis sur Mars, où il y a d'autres d'autres volcans qui sont de taille aussi conséquente. Alors ce volcanisme, il s'est fait à environ 3,8 milliards d'années en grosse quantité, et après il a quand même continué, mais de façon moins intense, jusqu'à aujourd'hui. Alors regardons ici une image où on compare par exemple l'Everest par rapport à l'Olympus Mons, et on peut voir que vraiment l'Olympus Mons est énorme. Autre chose caractéristique à la surface de Mars, c'est par exemple le Grand Canyon de Valles Marineris. Ce Grand Canyon qui a pu être un début de tectonique des plaques, ou aussi d'autres hypothèses disent que ça a été les gros volcans de Mars qui ont été tellement lourds qu'ils ont craqué la croûte de la planète pour créer cette grosse fissure qui fait presque 3500 km de long, 300 km de large et 7 km de profond. Alors passons maintenant à une cinquième partie. Mars active de nos jours, donc retour au présent, et nous allons voir un petit peu la météorologie martienne, les tempêtes, les tornades et aussi les activités saisonnières martiennes. Alors sur Terre, nous le savons, il y a des saisons. Ces saisons, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à la rotation de la Terre sur elle-même, à la rotation de la Terre aussi autour du Soleil, mais également à son inclinaison, dont on a pu discuter tout à l'heure, de 23 degrés. À noter que les saisons ne sont pas dues à la variation de la distance de la planète au Soleil, car la Terre a quasiment une révolution qui est circulaire. Mars, elle tourne bien sur elle-même, elle tourne bien autour du Soleil, et nous avons pu en parler au tout début de cette présentation, elle a une obliquité de presque 25 degrés, donc presque comme la Terre. Du coup, il y a bien des saisons sur Mars. Ces saisons sont un petit peu différentes de celles qu'on a sur Terre, déjà parce que la planète Mars met 2 fois plus de temps à tourner autour du Soleil que nous, la Terre. Du coup, ces saisons vont durer 2 fois plus de temps. Et aussi, Mars, comme on peut le voir sur ce schéma en bas, n'a pas une révolution autour du Soleil qui est totalement circulaire. Elle est un petit peu elliptique, c'est-à-dire qu'à certains moments, la planète va être plus proche ou plus éloignée du Soleil. Donc ça aussi, ça va provoquer quelques différences au niveau des saisons. Alors il y a 3 composants qui sont réellement importants pour essayer de mieux comprendre Mars aujourd'hui. Ce sont les poussières, l'eau et le CO2. Alors là, nous allons un petit peu décrire leur cycle à la surface de Mars. Alors nous l'avons vu précédemment, Mars, ce sont principalement des terrains désertiques et poussiéreux. On a la sonde Phénix dont on a parlé précédemment qui s'est posée donc dans l'hémisphère nord de Mars et elle a pu identifier la poussière martienne comme étant des particules très très petites, environ 0,1 à 100 micromètres.
De plus, cette sonde a pu remarquer que cette poussière était principalement composée d'oxyde de fer. C'est ce qui nous fait en fait cette couleur rose-orangée de la planète et qui fait qu'on l'appelle la planète rouge. Alors on a une petite vidéo ici en haut. Les poussières, elles vont nous donner des petites tornades de poussière. On les appelle aussi en anglais les Dust Devils, les tempêtes du diable. Et en fait, alors ces petites tornades, elles sont assez inoffensives. Là, comme ça, on se dit, oh là, on n'aimerait pas être à côté d'elles. Et en fait, pourtant, l'atmosphère est tellement petite de Mars que même un vent qui serait à 100 km/h ne ferait pas plus de dégâts que mon souffle. Comme ça. Mais vu que la poussière à la surface de Mars est toute petite, et bien en fait, même un vent peu puissant peut mettre en mouvement ces poussières et former ces tornades. Alors on voit même ici à droite les traces que laissent ces tornades à la surface de Mars. Moi je trouve ça assez joli, on dirait un petit peu comme des tatouages. Alors pour vous montrer que ces petites tornades ne sont pas catastrophiques, on a ici une photo du rover Opportunity qui en 2014 en fait a eu beaucoup de poussières qui se sont déposées sur ses panneaux solaires. D'ailleurs actuellement aussi le rover Opportunity en a beaucoup. Et en fait là ça a été un petit peu la panique parce que vu qu'il se déplace avec l'énergie solaire, on s'est dit waouh, en fait il va plus repartir parce qu'il y a de la poussière partout sur ses panneaux solaires. Et en fait quelques mois plus tard, ces petites tornades, les Dust Devils, sont passées sur le rover et elles ont nettoyé les panneaux solaires. Donc vous voyez, elles n'ont pas provoqué de dégâts sur le rover, elles l'ont juste simplement nettoyé. Et là, tous les scientifiques étaient très contents parce que le rover a pu repartir. On espère qu'il pourra aussi repartir très prochainement. Alors il y a aussi sur Mars des tempêtes de taille plus conséquente. On voit encore une comparaison avec la Terre à gauche, où on a une tempête de sable près du Sahara. Et on observe aussi donc une tempête sur Mars qui a à peu près la même forme, la forme en champignon, ici près d'une calotte polaire. Certaines fois, ces tempêtes, il va y en avoir plusieurs, et elles vont finir en tempête globale. Alors ça n'arrive pas tous les ans. Ça peut arriver entre 5 et 10 ans à peu près. Et on en a une qui s'est terminée là très récemment, une tempête qui a commencé en juin dernier. Donc on peut voir une image de Mars fin mai 2018, où on arrive à discerner différentes parties sur la surface, comme l'Olympus Mons en haut à gauche, ou encore Valles Marineris, ou bien la calotte plus bas. Et en fait, en juillet, là on a en fait de la poussière sur toute la surface, on n'y voit plus grand chose et on a cette tempête qui est réellement active et qui du coup couvre toute la planète. Alors sur Mars, on a un ciel qui a une couleur plutôt saumon et on a des couchers de soleil plutôt bleus. C'est le contraire de ce qu'on a sur Terre. Alors, à savoir que lorsqu'on a eu les premières images en fait comme ça de la surface de Mars, les ingénieurs ont essayé de modifier, de travailler en fait ces images pour essayer d'obtenir ce qu'on a sur Terre, c'est-à-dire un ciel plutôt bleu et des couchers de soleil rouges, parce qu'ils pensaient que c'était eux qui avaient un petit peu mal fait en fait et qu'il y avait besoin de réglage. Mais non, en fait c'est normal et ça c'est dû à la fine poussière qu'il y a dans l'atmosphère de Mars qui nous donne donc ces couleurs. Alors, nous avons terminé sur le cycle des poussières et maintenant nous allons passer au cycle de l'eau et du CO2. Alors, sur Terre, on le sait, on a l'eau sous ses trois formes, solide, liquide et gaz. Sur Mars, l'eau, on va la voir uniquement sous forme de glace, ça on l'a déjà vu, mais aussi sous forme de gaz, dans l'atmosphère, même si c'est en petite quantité. Sur Terre, le CO2, on va l'avoir uniquement dans l'atmosphère. Ce que je vous disais, c'est le gaz qu'on rejette lorsqu'on respire. Et sur Mars, on l'aura aussi au niveau de l'atmosphère, mais on l'aura aussi sous forme de glace ou de givre. À noter que l'eau liquide sur Mars, aujourd'hui ce n'est pas possible en grande quantité et de façon stable, mais je vous ai mis ici une petite étoile en bas en vous disant que de façon ponctuelle et éphémère, dans certaines conditions bien particulières, il est possible d'avoir un tout petit peu d'eau liquide qui s'écoule. Nous en parlerons un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors là, je vous prouve un petit peu ce que je viens de vous dire. Je vous montre deux diagrammes, ça s'appelle des diagrammes de phase, ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le premier diagramme en haut à gauche, en fait, alors on a tout à fait en haut les températures et sur l'axe à gauche, on a les pressions.
En fait, ça c'est un diagramme de phase de l'eau et en fait on a représenté Mars et la Terre, c'est-à-dire qu'on a remis le petit rectangle violet pour Mars au niveau des pressions de la planète et des températures, donc de la température la plus basse à la plus haute. On a fait la même chose sur Terre. Donc sur Terre, on voit bien que le rectangle bleu, il touche la glace d'eau, l'eau liquide, mais aussi l'eau sous forme de gaz. Et Mars, on voit que ça touche bien l'eau sous forme de glace et l'eau sous forme de gaz. Et on a un petit point où on voit que la barrette violette est limite en fait pour toucher l'eau liquide. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir de l'eau liquide, mais dans certaines conditions, c'est assez exceptionnel. Le second diagramme vous explique pour le CO2. Alors, cette eau et ce CO2, on va les trouver où? Pour l'eau, on en a un petit peu déjà parlé. On va le trouver au niveau de calottes polaires permanentes. On en a deux. On a celle du nord qui est composée uniquement d'eau et celle du sud composée d'eau, mais aussi de CO2. Alors, il n'y a pas que de la glace, il y a aussi des sédiments et de la poussière et ça peut faire jusqu'à plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Alors, on a aussi des calottes saisonnières de CO2. Mais si vous vous rappelez, au tout début de cette présentation, je vous disais qu'au XVIIe siècle, Herschel avait vu une variation de la taille des calottes polaires. Il ne s'était pas trompé du tout, c'est exactement ça et ça montre bien qu'il y a des saisons. On voit ici une image où on a une calotte polaire permanente et on voit que lorsqu'on est au printemps ou en hiver, la taille de la calotte elle va être différente. On va avoir un dépôt donc de givre de CO2 en automne et en hiver et ces dépôts peuvent faire jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Quelque chose de notable aussi, c'est en fait que selon ces dépôts saisonniers de CO2, la pression atmosphérique de la planète va varier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre. Eh bien en fait, c'est pas si bizarre que ça. Je vous disais, l'atmosphère de Mars est principalement composée de CO2. Du coup, imaginez, au moment où on est en hiver et que le CO2 va se déposer sous forme de glace, eh bien en fait, c'est directement de l'atmosphère qu'on prend pour qu'elle se dépose au niveau de la glace. Du coup, on va avoir ces variations de pression, c'est ce qu'on voit sur le petit diagramme en bas à gauche, et on va avoir jusqu'à presque 30% de variation de la pression atmosphérique au cours d'une année. On peut passer de environ 3 millibars de pression à presque 11 millibars de pression. Donc c'est quelque chose que ça, on n'a pas sur Terre. On peut aussi avoir des dépôts de givre saisonniers de CO2, pas que au niveau des pôles, mais un peu partout sur Mars. Alors un petit peu comme sur Terre, et c'est assez intuitif, on va avoir plus de dépôts au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur. Et ces dépôts qui se font sur les bords de cratères ou sur les champs de dunes, ils peuvent faire jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Si on regarde un petit peu l'eau, alors je vous disais, l'eau, il y en a très peu dans l'atmosphère. Du coup, des dépôts de givre saisonnier, on va en avoir aussi, mais pas beaucoup. En fait, la quantité d'eau dans l'atmosphère équivaut maximum, si on l'a passée sous forme liquide, à quelques dizaines de microns dans certaines régions. Donc c'est vraiment très peu. Et on va avoir un petit cycle de l'eau où on voit ici que la calotte nord, lorsqu'on va être au printemps et en été, elle va se sublimer, passer dans l'atmosphère. On pourra avoir quelques petits nuages, je vous montrerai des images juste après. Et ensuite, lorsqu'on sera au moment les plus froids, l'eau va se redéposer au niveau de la calotte, mais aussi à d'autres endroits de la planète. C'est ce qu'on voit ici. Comme chez nous, en fait, comme sur Terre, on a des dépôts de givre d'eau au moment les plus froids sur Mars, mais voilà, ces dépôts ne font que quelques microns d'épaisseur seulement. Alors voici juste quelques images comme ça où on peut voir des petits nuages à la surface de Mars, donc des nuages d'eau. Alors passons maintenant aux activités saisonnières martiennes. Alors sur Terre, comment on peut voir qu'il y a différentes saisons? Ça, c'est totalement naturel pour nous, on en a l'habitude. Et ce qui montre le plus facilement, je vais dire, c'est par exemple la végétation. On voit ici au printemps, on a des fleurs sur les arbres. En été, on va avoir des fruits, des feuilles bien vertes. En automne, les arbres perdent leurs feuilles, on est dans des couleurs orangées. Et en hiver, plus de feuilles et il peut y avoir bien sûr de la neige. On voit aussi bien sûr avec les différences de température. Sur Mars, ça va être un petit peu moins évident. On va avoir ces variations de température et ce dont on a parlé juste précédemment, par exemple les variations de la taille des calottes polaires ou encore la présence ou non du dépôt de givre saisonnier sur les dunes ou sur les bords de cratères.
Alors en fonction des saisons, on va avoir des activités qui vont se produire à la surface de la planète. Ces activités, ça va être des taches, des écoulements ou encore des effondrements. En tout cas, il y a peu de temps, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup, même on en découvre tous les jours, et certains sont bien expliqués, mais d'autres sont encore mystérieux. Alors je vais vous en montrer quelques exemples. Alors on a une activité saisonnière qu'on appelle dark spot, le nom en anglais qui veut juste dire taches sombres. Alors ces taches sombres, elles vont apparaître au moment les plus froids de l'année, grossir et ensuite disparaître. Un autre phénomène saisonnier, vous allez voir qu'ils sont souvent associés, ce sont les dark flows. Alors là aussi, très simplement, ça veut dire écoulement sombre. On va voir aussi au moment les plus froids de l'année des traces sombres qui vont s'écouler, qui vont grandir et qui vont ensuite disparaître. Je vous montre ici une petite animation où on voit un dark spot qui va se créer en haut d'une dune. Donc on va voir une tache sombre qui va grossir et qui va partir en dark flow. Donc je vous disais, des fois ils sont associés. Donc on a la tache sombre qui grossit et qui ensuite semble s'écouler. Alors qu'est-ce que c'est et comment ça se forme? Hop. Alors en fait, ça c'est un phénomène saisonnier qui est assez bien compris. En fait, regardez le petit dessin là en haut à droite. Voilà. Alors donc, on se trouve en hiver sur Mars, on a une couche de glace de CO2 à la surface de la planète. Et en fait, certaines fois, lorsque cette glace de CO2 est pure, elle est transparente. Alors, la journée, lorsqu'il y a le soleil qui chauffe la surface, les rayons du soleil vont traverser cette couche de glace et vont venir chauffer la surface plus sombre. Ça, c'est ce qu'on connaît, une surface plus sombre va chauffer plus vite qu'une plus claire. Alors, vu que c'est de la glace de CO2, à l'interface entre les deux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait du gaz de CO2 qui va se reformer à la limite entre la glace et la surface poussiéreuse. Plus ce gaz va s'accumuler, plus ça va provoquer une force sur la glace, ça va craquer la glace et à un moment, en fait, tout le gaz va s'échapper, va emmener la poussière de la surface martienne, ça va provoquer des geysers, c'est ce qu'on voit en bas. Et lorsque ces geysers se trouvent en haut d'une pente, eh bien après ça va couler. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dans des taches sombres qui grossissent et qui s'écoulent par la suite. Donc ces dark spots, dark flows, eux, c'est au moment les plus froids, ce sont des activités d'hiver. Alors il existe d'autres écoulements sombres à la surface de Mars, comme un qui s'appelle RSL, Recurring Slope Linear. Alors eux, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu ces images-là, car en fait la NASA en a beaucoup parlé en 2015 en disant qu'ils avaient trouvé des écoulements d'eau salée à la surface de Mars de nos jours. Et en fait c'était ces phénomènes saisonniers-là. Alors eux, ces écoulements, ils se font plutôt au moment les plus chauds de l'année, en été. Et alors je vous montre ici, je vous remonte le diagramme de phase, en vous rappelant voilà pourquoi la NASA a dit que peut-être c'était des écoulements d'eau salée. Je vous disais, dans certaines conditions, on peut avoir de l'eau liquide qui s'écoule, c'est-à-dire au moment les plus chauds de la journée, au plus chaud de l'année, par exemple en plein été l'après-midi. Et en fait, là il a été vu des sels en même temps. Et en fait, les sels, ça nous dit quoi? Alors déjà, il y en a beaucoup à la surface de Mars. Et sur Terre, on se sert des sels, l'hiver par exemple, pour empêcher que les routes soient gelées le matin. On met du sel. Pourquoi? Car ça va garder l'eau liquide beaucoup plus longtemps. Et les sels sur Mars, ils permettent de garder l'eau liquide jusqu'à 70 degrés plus bas. Comme l'eau peut geler à 0 degré, ben avec ces sels, elle gèlera qu'à moins 70 degrés. Donc voilà, il a été vu des sels pendant ces écoulements, donc ils se sont dit que ça devait être des écoulements d'eau. Mais il y a dernièrement de nouvelles études qui ont des théories qui disent que ces écoulements se font sans eau et ils se font uniquement à sec. Donc il y a encore besoin de creuser un petit peu et d'étudier ces écoulements pour totalement les comprendre. Alors, on les a déjà vus tout à l'heure, les Dust Devils, ces petites tornades, ce sont des phénomènes saisonniers car ils se produisent sur Mars au printemps et en été. Et alors je vous avais déjà montré là les petites images qu'ils laissent à la surface et en fait ce ne sont pas eux qui laissent les traces sombres à la surface, seulement en fait ils nettoient la surface. La toute première couche de Mars est plus claire là et lorsqu'ils passent, en fait ils passent le balai un petit peu et ils mettent à jour la surface plus sombre dessous.
Alors donc bon, eux, ils sont vraiment bien compris. Ce sont des phénomènes saisonniers du printemps et de l'été et ils sont dus au cycle des poussières, au vent martien. Alors il existe d'autres phénomènes saisonniers, ce sont ce qu'on appelle des ravines. Alors les ravines, c'est en fait, pour vous expliquer simplement, si on est sur un bord de cratère très sableux, on va avoir une partie du sable en haut qui va être creusée. Ce sable va être transporté au niveau d'un chenal et ça va s'accumuler au niveau d'un cône de dépôt. Alors, ces ravines, on en voit beaucoup et on en voit depuis longtemps sur Mars. Et en fait, au début des années 2000, on pensait que c'était des écoulements d'eau liquide qui étaient figés et datant de plusieurs millions d'années. Pour vous dire, moi, quand j'ai commencé mes études, le tout premier stage que j'ai fait, j'ai étudié donc ces phénomènes saisonniers. Et quand on parlait des ravines, mes encadrants m'avaient dit non, mais ne regarde pas, ça c'est des écoulements qui se sont produits il y a très très longtemps, il y a des millions d'années, ils sont totalement figés. Et donc j'ai été très surprise quand j'ai vu qu'en fait ils bougeaient de nos jours et qu'ils étaient actifs. Alors là, ça a été la grande surprise pour tout le monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait ? On va voir ça un petit peu plus loin. Je vous montre deux exemples que j'ai pu étudier durant mon doctorat. Alors, voici la première ravine. Voilà, c'est ce que je vous montre. En fait, là, il y a un sens d'écoulement. On a la partie à gauche qui est l'endroit où le sable va être emmené. On se trouve sur un champ de dunes, je ne sais pas si je vous ai dit. On a le chenal et là, le gros cône de dépôt. Donc, on a un transport de sable jusqu'au cône de dépôt. On va zoomer un petit peu sur le chenal et je vais vous montrer l'activité qu'on peut voir de nos jours chaque année martienne. Alors ici, la flèche blanche nous montre un point de référence. Nous sommes à la première année martienne. Voici la seconde année, troisième année et quatrième année. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a du transport de sable, mais aussi on voit qu'on a des sinuosités qui se forment et qui s'accentuent avec les années. Je vous remontre ces images. Donc ça fait un tout petit peu penser à ce qu'on peut avoir sur des rivières sur Terre. Maintenant, regardons le cône de dépôt de la ravine, plus particulièrement dans la zone la plus externe. Première année, j'ai fait le contour ici en vert du cône de dépôt. Et l'année suivante, on a une progression de ce cône de dépôt de presque 150 mètres. Autre exemple de ravine sur Mars qui a une forme plus particulière. En fait, ce sont des ravines qui sont très étroites, principalement composées d'un chenal qui certaines fois est sinueux. Et à la fin, il n'y a pas de cône de dépôt, il y a seulement un creux. Alors ça, c'est encore un gros mystère et c'est en cours d'étude. On ne sait pas exactement ce qui se passe. En tout cas, là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces ravines bougent aujourd'hui. Alors là, nous sommes en bas de pente d'une dune. On regarde la partie terminale de la ravine au niveau du cercle rouge et on voit que d'une année à l'autre, on va avoir création de plein de petits chenaux avec plein de petits creux au bout. Maintenant, je vous remontre ces mêmes ravines. On va voir qu'ils sont associés avec un autre phénomène saisonnier, un écoulement sombre qui, attention, n'est pas à confondre avec les dark flows. Alors ici, nous voyons au niveau de la flèche blanche la partie terminale d'un gueulise. Un petit peu plus tard dans l'année, on voit des écoulements sombres qui s'écoulent ici aussi à gauche, au niveau de notre gueulise avec la flèche blanche. Et à la fin de l'année, on voit le résultat, soit la progression de presque 160 mètres de notre ravine initiale. Je vous remonte les images, première image, deuxième et troisième. Donc vraiment, ces ravines, elles sont très actives de nos jours. Et donc voilà, je vous disais, on a vu qu'elles étaient actives, mais du coup, qu'est-ce qui crée ces activités? Est-ce que ce serait de l'eau liquide, vu qu'on pensait que c'était de l'eau liquide qui datait de plusieurs millions d'années? Alors on fait encore un petit peu de comparaison avec le terrestre. Sur Terre, on a aussi des ravines qui ressemblent fortement à ce qu'on a sur Mars. Et sur Terre, elles se forment avec de l'eau. Ok, ça ressemble, mais je vous rappelle, sur Mars aujourd'hui, l'eau liquide stable, on n'en a pas. Et pour vous dire que ces ravines, elles sont déjà très grandes, elles peuvent faire plusieurs kilomètres de long et il y en a vraiment partout sur Mars. Donc il faudrait de grosses quantités d'eau. Du coup, c'est difficile d'appuyer le fait que ça se crée avec de l'eau. Par contre, et la meilleure théorie aujourd'hui, ce serait que ces ravines soient créées par du CO2. En fait, lorsqu'on a le dépôt de givre, par exemple au niveau des champs de dunes, eh bien c'est juste après
qu'on va avoir ces activités de ravine. Donc on pense que c'est le CO2, peut-être sous forme de gaz lorsqu'il dégivre à la fin de l'hiver, qui va créer ces transports de sable. Après, à savoir vraiment comment ça se passe, il y a plusieurs théories et c'est encore vraiment un sujet d'étude, un sujet d'actualité. Alors une dernière partie très rapide sur la recherche de vie sur Mars. En fait, depuis une centaine d'années, rien n'a changé. On est toujours en train d'essayer de savoir s'il y a eu ou s'il y a de la vie aujourd'hui sur Mars. Alors rappelez-vous, au tout début de cette présentation, je vous disais qu'il y a 4 milliards d'années, il devait y avoir une atmosphère plus dense, de l'eau liquide en quantité, des lacs, peut-être même un océan. Il y a peut-être eu du coup la vie, car si on compare ici un schéma où on a l'évolution de la vie sur Terre en bas, on voit que les premiers indices de la vie sont apparus vers 3,7-4 milliards d'années. Donc en fait, il y a eu des conditions favorables pendant environ 100 millions d'années sur Mars, et peut-être que la vie a bien débuté. Mais s'il y a eu de la vie, est-ce qu'on va être capable de le prouver? En fait, il y a 3 cas. Premier cas, il n'y a pas eu de vie et on ne va pas en trouver, ok, pas de problème. Deuxième cas, il y a eu la vie, mais peut-être que les traces de vie ont été dégradées avec le temps et qu'on n'en trouve plus. Et peut-être qu'on va trouver des indices, mais on ne sera pas sûr. Par exemple, un petit peu un sujet d'actualité, vous avez peut-être entendu que le rover Curiosity avait trouvé des dégagements de méthane dans l'atmosphère. En fait, sur Terre, le méthane est produit à 90% par la vie. Mais il y a 10% où ça ne se produit pas avec la vie. Du coup, on se dit, ah ben sans doute c'est un indice qui nous dit qu'il y a eu de la vie sur Mars, mais on n'en est pas sûr. Pour ça, il nous faudrait plein d'indices pour être sûr. Alors, troisième cas, ça serait le cas parfait, il y a eu la vie, et là on trouve des traces, et on en est sûr, par exemple, si on trouvait des petits fossiles dans la roche, ah ben là on est sûr de nous, mais ça serait le meilleur des cas. Et aussi, on peut se poser la question, et si la vie ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît? Parce qu'en fait, pour nous, la vie, c'est eau liquide, c'est molécules organiques, certaines molécules comme l'oxygène, le carbone, l'azote, voilà. Et si, en fait, il y avait de la vie, mais qui n'utilisait pas ça? Certains scientifiques disent, peut-être qu'on a la vie, en fait, juste sous nos yeux ou sous les roues des rovers, mais qu'on n'arrive pas à la détecter, on ne le sait pas. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc peut-être qu'il y a eu de la vie par le passé, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait la vie sur Mars aujourd'hui? Alors aujourd'hui, plus d'eau liquide en quantité, il fait assez froid, c'est désertique, et en fait, on sait qu'on a un sol qui est plutôt stérile. Il est composé, par exemple, de perchlorate. En fait, ce sont des chlores, c'est ce qu'on utilise, par exemple, pour désinfecter les piscines. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment adapté à la vie, et lorsqu'il y a des rayonnements UV ou le vent solaire qui s'associe à ça, en fait ça enlève toutes les molécules organiques. Donc c'est vraiment une surface qui est plutôt stérile et qui n'est pas adaptée à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Mais attention, il peut exister ce qu'on appelle des extrémophiles. Nous, c'est ce qu'on a sur Terre, par exemple, dans des endroits où il fait très froid ou au fond des océans. Là, je vous ai montré, je vous mets une petite image du tardigrade, peut-être que certaines personnes le connaissent. C'est un petit être vivant qui arrive, par exemple, à tenir une trentaine d'années sans boire et sans manger, qui résiste à plus de 150 degrés, qui peut être mis à des températures très froides, presque 270 degrés et tenir, enfin plein de choses comme ça. Donc, quand on voit ça sur Terre, on se dit, bon, peut-être que le sol martien, en fait, il peut y avoir la vie tout de même. Autre chose, on se dit que peut-être la vie est partie s'enfouir sous la surface, où il y a, alors j'allais dire peut-être, il y a encore peu de temps, on disait peut-être des petites poches d'eau liquide, et en fait, il y a quelques mois, il y a des chercheurs italiens qui ont trouvé une poche d'eau liquide, mais alors très salée, sous la surface de la planète. Donc peut-être qu'il y en a d'autres, et peut-être qu'il y a un petit peu la vie dans ces poches d'eau, même si, attention, il y a beaucoup de sel. Mais bon, peut-être, on ne sait pas, c'est quelque chose encore à creuser. Alors on a quelques missions qui sont en cours ou qui vont partir pour détecter la vie. On a par exemple la mission ExoMars 2016, TGO ou Trace Gas Orbiter, qui est actuellement en orbite et qui essaie de mieux comprendre ces émanations de méthane dont je vous parlais.
On va avoir bientôt, alors ExoMars 2018 qui va partir sans doute dans 2 ans, ça va être un rover européen et russe qui aura pour but de chercher la vie actuelle ou passée. Et il va y avoir un instrument très intéressant sur ce rover, c'est une foreuse. En fait, ça va être la première fois qu'on va creuser, bon, à seulement 2 mètres, mais c'est déjà bien, sous la surface et du coup peut-être avoir plus d'informations et peut-être trouver la vie. On a aussi une autre mission qui est une mission de la NASA, Mars Sample Return en 2020-2022, où il y aura un rover, il y aura une plateforme et là ça va être aussi d'essayer de récupérer des échantillons martiens, les préparer et le but ça sera de les ramener sur Terre dans une future mission. Mais alors pour l'instant il n'y a pas encore de mission prévue pour les ramener, mais bon c'est déjà un bon pas. Voilà, ben, merci beaucoup de votre attention et merci.